Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'ouvrir cette session et nous voulons saluer la présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Portugal en France. Merci d'être là. Alors, je vous présente nos deux intervenants. Je suis Luc Dérault et à ma droite, Yves Léonard, enseignant à Sciences Po, membre correspondant du Centre d'Histoire de Sciences Po, auteur ou co-auteur de très nombreux ouvrages, parmi lesquels on peut citer, je le brandis, l'histoire du Portugal contemporain de 1890 à nos jours. Là, j'ai une des rééditions, hein, c'est un ouvrage qui est paru en 2016 initialement, on en est à la 3e édition. Et puis tout dernièrement, vous avez l'histoire de la nation portugaise, paru chez Talandier en mai 2022. Hein. Donc c'est tout récent. Et puis à ma droite, à ma gauche, Victor Pereira, donc chercheur à l'Institut d'Histoire contemporaine de Lisbonne, qui a publié aux presses de Sciences Po en 2012 La dictature de Salazar face à l'immigration, l'État portugais et ses migrants en France, 1957-1974. Il y a quelques mois, en mars 2022, est paru chez Chandaigne, un excellent éditeur qu'on est content de saluer, avec une préface de Victor Pereira, Exil, témoignages d'exilés et de déserteurs portugais, 13 récits d'hommes et de femmes datant des années 1961-1974 qui ont lutté contre le régime salazariste, déserté la guerre coloniale ou refusé la conscription. Alors, on a conçu cette session Portugal de la dictature à la démocratie comme une espèce de conversation. Donc, conversation qui pourrait être utile, je pense, à un certain nombre d'enseignants, puisque maintenant on enseigne, on en est content, l'histoire du Portugal, et notamment cette transition entre dictature et démocratie. C'est en première, en histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Et donc, l'histoire du Portugal est revenue dans les programmes vraiment, et c'est très bien. Alors peut-être on peut commencer avec vous, Yves Léonard, pour nous présenter un petit peu quand même le régime de Salazar, sa mise en place à partir des années 20, 30, enfin voilà, comment ça se passe avant qu'on aille plus loin dans le siècle. Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous dans ce cadre absolument magnifique. Alors, si on essaye de contextualiser, de remettre un petit peu en perspective le régime salazariste, il faut se souvenir qu'on vient de commémorer il y a quelques jours la proclamation de la République. Au Portugal, il y a une République précoce qui s'est instaurée en 1910, le 5 octobre 1910, et il faut avoir cela en tête puisque c'est cette République parlementaire qui va traverser beaucoup d'épreuves, et notamment la participation à la Grande Guerre aux côtés des Français et des Britanniques. C'est cette République parlementaire qu'un certain nombre de personnes au Portugal vont vouloir renverser. Plusieurs tentatives de coup d'État vont avoir lieu dans les années 1920, et l'un de ces coups d'État va réussir le 28 mai 1926. Et c'est dans cette perspective de ce coup d'État, de cette dictature militaire qui est mise en place, que Salazar va arriver au pouvoir. Il arrive au pouvoir comment ? Eh bien, on va dire silencieusement, discrètement. C'est un professeur d'université à Coimbra, d'économie, et il arrive comme à la fois paré d'une espèce de prestige entourant ses compétences en matière financière, et aussi il a été repéré par les milieux catholiques, le centre catholique, dont il est d'un des plus solides espoirs. Il arrive donc comme ministre des Finances en 1928, de manière assez modeste, en disant « je sais quand même très bien ce que je veux et où je vais, et faites des observations, et quand pour moi le temps sera venu de commander, vous obéirez ». Alors tout le monde applaudit à ce moment-là, on est en avril 1928, et 4 ans plus tard, avec beaucoup d'habileté, de persévérance, il tisse sa toile et il devient absolument incontournable, y compris aux yeux des militaires, et il va gagner la confiance des militaires qui lui confient le poste de président du Conseil. Nous sommes en juillet 1932. Il va mettre en place un régime qui s'appelle l'État Nouveau, Estado Novo en portugais, qui est avec une constitution en 1933, et c'est ce régime qu'on va étudier aujourd'hui un peu plus longuement, qui va être renversé le 25 avril 1974, avec à sa tête cet homme, ce professeur d'université, Antonio de Oliveira Salazar,
qui va rester président du Conseil de 1932 à 1968, où, victime d'un accident cérébral, eh bien, il doit se retirer du pouvoir. Donc c'est cet homme qui met en place une dictature avec tout un système répressif, une police politique, des prisons, une justice aux ordres, et qui va traverser les décennies, et notamment l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale, qui va lui permettre non seulement de passer le cap, mais aussi d'asseoir son autorité, notamment sur la scène internationale, puisque avec les négociations qui ont lieu sur les archipels atlantiques, les Açores notamment, eh bien, les Britanniques et les Américains vont considérer, au sortir de la guerre, qu'il doit pouvoir rester en place, à la grande déception de tous les opposants au régime. Et cet homme va maintenir, renforcer son autorité et devenir membre de l'Alliance Atlantique lors de la mise en place, de la signature du traité de 1949. Le Portugal est membre fondateur. Et ce régime va, à partir de ce moment-là, défendre bec et ongle sa présence outre-mer, puisque ça fait partie des fondamentaux du nationalisme prudent et conciliateur, disait Salazar, de défendre cette présence ultramarine. Et c'est important parce que, très largement, le déclenchement de la révolution des œillets va venir de cette toile de fond coloniale, de la défense de l'outre-mer, puisque Salazar considérait que le Portugal s'étendait du Minho à Timor, comme on disait. C'était un Portugal pluricontinental, une nation plurielle sur plusieurs continents, fruit d'une histoire séculaire ou présentée comme telle des 5 siècles de présence ultramarine du Portugal. Voilà le cadre très général et très rapide, je m'en excuse. Non, mais c'est très bien. Alors, on peut peut-être s'attarder, là, on a franchi les décennies avec Victor Pereira sur une figure qui contraste vraiment en 1940 avec celle de Salazar. Je vous laisse la présenter. Bon dia a todos et a toutes. Vous inquiétez pas, c'est les seuls mots que je vais dire en portugais de toute la session. N'ayez pas peur. Donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il y a quelques années, il y a eu un concours au Portugal, un concours en démol. Vous savez, cette magnifique société de production qui a beaucoup œuvré à l'intelligence collective, qui était sur le portugais le plus important de l'histoire. Et cette personne, une des personnes qui a été, plus près, merci, qui a été élue, c'est donc Salazar. Et donc ça a beaucoup amené les historiens à se demander est-ce qu'il y a un salazarisme rampant au Portugal. Je pense qu'on pourrait facilement nuancer. Et un des autres personnages extrêmement importants, qui est arrivé deuxième, si je me souviens bien, c'est Aristides de Sousa Mendes. Et Aristides de Sousa Mendes montrait bien, c'est un peu le versant de Salazar. C'est-à-dire que Aristides de Sousa Mendes, si vous ne connaissez pas, c'était le consul du Portugal à Bordeaux en 1940. Et Aristides de Sousa Mendes était, juin 1940, l'exode des millions de personnes qui fuient les troupes allemandes, à la fois des Français, des Hollandais, des Belges, des Luxembourgeois, et qui craignent d'être arrêtés, fusillés, tués par les troupes allemandes, et qui espèrent quitter la France. Non pas pour rester au Portugal, mais pour aller aux États-Unis, au Brésil, voire même parfois en Chine. Et les consuls portugais avaient des consignes données par le ministre des Affaires étrangères, qui n'était d'autre que Salazar lui-même, qui, à la fin des années 30, cumulait quasiment la plupart des ministères importants. Et les consignes qui avaient été données étaient très restrictives. Il fallait un ensemble de procédures extrêmement difficiles, extrêmement longues, pour obtenir des papiers qui visaient notamment les apatrides, les Russes et les Juifs. Notamment les Juifs qui ne pouvaient pas revenir dans leur pays, c'est le cas des Allemands ou des Autrichiens. Et Sousa Mendes a pris la décision de concéder des visas. Il en concède, alors, vous voyez la plaque derrière moi, qui est la plaque qui a été apposée au consulat de Portugal à Bayonne, en plein cœur de Bayonne. Le chiffre qui a souvent été mis en avant, c'est le chiffre de 30 000. C'est un chiffre que maintenant la plupart des historiens contestent ou nuancent. Ce chiffre a été avancé dans les années 50, quand la figure de Sousa Mendes était complètement méconnue. Et on ne sait pas très bien d'ailleurs comment ce chiffre a été mis en avant. Mais peu importe, que ce soit 30 000, 15 000, 10 000 ou 5 000, toujours est-il qu'il a sauvé des personnes. Et toujours est-il que quand il rentre au Portugal, Salazar le démet de ses fonctions, le punit, et Aristides de Sousa Mendes, qui avait pourtant 14 enfants, meurt dans la misère. Et pendant très longtemps, Sousa Mendes était inconnu. Il est mort dans l'anonymat le plus complet,
Et maintenant, par une sorte de retournement de l'histoire, c'est un des Portugais les plus connus. Et il y a quelques semaines, il a été panthéonisé. Il a rejoint d'autres grandes figures de l'histoire contemporaine portugaise, comme Amália Rodrigues ou comme Eusébio, le joueur de football, qui sont au Panthéon. Alors, on peut poursuivre notre histoire là, dans les décennies et aller un petit peu plus loin dans la chronologie. Le salazarisme, Yves Léonard, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Il y a des moments aussi de tension, de crispation, voilà, qui annoncent un peu la suite. Et ce qui se passe au moment de la campagne présidentielle de 58 avec Delgado est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Oui, alors effectivement, on a appelé, dans le vocabulaire portugais, on parle de tremblement de terre. Pourquoi ? Parce qu'en 1958, un peu à la surprise générale, vous avez des élections, comme on dit, des élections sans choix, qui sont organisées régulièrement, aussi bien pour désigner des députés à l'Assemblée nationale que pour élire le chef de l'État. Parce qu'il faut rappeler que Salazar n'est pas le chef de l'État. Il a pris soin, dans la constitution de l'État nouveau, à rester en apparence en retrait, mais en fait, le régime est totalement organisé autour du président du Conseil. On a parlé d'un présidentialisme du président du Conseil. Donc le chef de l'État a une fonction assez protocolaire, mais pas seulement. C'est-à-dire que le chef de l'État est un militaire. C'est toujours un militaire, et Salazar a pris soin pour ne pas s'aliéner les militaires, parce que lui-même n'est pas militaire, il s'en méfie beaucoup. Il a pris soin de leur confier cette fonction éminente, mais qui reste protocolaire. Et jusque-là, ça a plutôt fonctionné harmonieusement du point de vue de Salazar, puisqu'il a toujours réussi à placer l'homme de son choix. Jusqu'en 1951, un général qui avait été l'un des acteurs du coup d'État du 28 mai 1926, le général Carmona, qui va exercer plusieurs mandats jusqu'à son décès en 1951. En 1951, quelques mois avant, il y avait eu sa réélection à Carmona en 1949, et déjà, il y avait eu quelques tensions avec la probabilité d'une candidature qui n'est pas allée jusqu'au bout, d'un général républicain incarnant un peu une forme d'opposition républicaine à l'État nouveau, le général Norton de Matos. Mais il n'était pas allé au bout de la candidature. Donc avait été élu en 1951 un homme qui avait la confiance alors de Salazar, mais les choses ne vont pas très bien se passer. Et en 1958, lors de la nouvelle élection, eh bien, Salazar décide de placer un autre homme que ce général, en l'occurrence Craveiro Lopes, qui était le chef de l'État, de placer un autre homme, l'amiral Thomas, qui va être élu, mais qui va trouver sur sa route cet homme, Humberto Delgado, qui est un général qui a fait une carrière pour l'essentiel dans l'establishment salazariste. Il a été en 1945 le fondateur de la compagnie aérienne nationale, la TAP, mais il a été formé, d'ailleurs Salazar le pointera du doigt, à l'école américaine. C'est-à-dire qu'avec l'OTAN, il s'est beaucoup rapproché des Américains, et évidemment pour Salazar, c'est quelque chose qui ne convient pas. Il n'a pas de mots assez durs pour critiquer les Américains, et donc il va surnommer, lui et quelques hommes de la propagande, le général Delgado, le général Coca-Cola, ce qui, dans le vocabulaire évidemment salazariste, est une critique. Et Delgado, assez courageusement, même très courageusement, va se présenter à l'élection présidentielle, mener une campagne extrêmement tonique, à tel point qu'interrogé par un journaliste, le journaliste lui demandera « Mais si vous gagnez, qu'est-ce que vous faites de Salazar ?» Et il dira « Évidemment, je le démets, je le renvoie. » Quand Salazar entend ça dans un régime dictatorial avec une censure et un système répressif extrêmement efficace, évidemment, vous imaginez à quel point il n'est pas heureux. Delgado va perdre, mais il ne va pas perdre tellement dans les urnes, parce que les élections sont toujours un petit peu, même bien truquées. Il a quand même obtenu près d'un quart des suffrages. Il ne gagne pas, mais évidemment, il va laisser une trace extrêmement forte et qui va laisser un souvenir très profond pour l'opposition au régime salazariste, et va devenir une espèce de figure de proue par la suite. Lui et quelques autres. Alors son destin sera assez funeste, puisque d'exil en problèmes divers, il finira par être assassiné par la police politique de Salazar en février 1965 à la frontière espagnole. Salazar ne pardonnait jamais à ceux qui s'étaient opposés à lui,
et il le fera éliminer. Mais sa mémoire va rester extrêmement vive et les capitaines d'Avril et d'autres se réclameront du général Delgado lorsque se déploiera la révolution des œillets. Donc c'est une figure importante qui marque une coupure, une césure. À partir de 1958, le régime va évoluer différemment et c'est un coup de semonce extrêmement important pour Salazar. Oui. Alors, 58, c'est 3 ans avant 61. Alors là, c'est vraiment l'annus horribilis pour Salazar, Victor Pereira. Tout à fait. Alors, en 61, il y a un ensemble d'événements qui vont... beaucoup vont croire que Salazar va quitter le pouvoir et que la dictature va se terminer. D'une part, vous voyez derrière moi cette couverture de Paris Match. Au début 61, Éric Galvão, qui était pourtant, comme Delgado, un fidèle du régime dans les années 30 et 40, ça va être un des promoteurs de la propagande coloniale, vont détourner dans les Caraïbes un paquebot qui s'appelle le Santa Maria et qui va devenir le Sainte Liberté. Et ça va devenir, donc vous voyez cette couverture de Paris Match, qui va devenir un événement international, notamment parce que les États-Unis, au début, pensaient que c'était un acte de piraterie, aller chercher ce bateau pour l'arraisonner, mais au bout d'un moment se disent « Ah non, c'est un acte politique ». Donc c'était donner une certaine légitimité aux opposants à Salazar que de dire que c'était un acte politique et donc les États-Unis n'interviennent pas. Et le bateau finit par arriver au Brésil. Il y avait à la fois des Portugais et des Espagnols dans le cadre d'un mouvement qui s'appelait le DRIL, le Directoire révolutionnaire ibérique de libération. L'autre moment, ce qu'on voit à ma droite, c'est à partir le 4 février 61, il y a des attaques d'indépendantistes angolais à Luanda qui s'attaquent notamment à la prison de Luanda et qui s'attaquent à l'autorité. Un peu plus tard, vous avez en mars 61, au nord de l'Angola, vous avez un ensemble d'attaques de mouvements indépendantistes contre la population civile, mais aussi contre l'autorité. Et donc vous avez à partir de 61 des massacres et des contre-massacres dans le nord de l'Angola, et c'est le début de ce qu'on appelle au Portugal les guerres coloniales. Qu'en Afrique, on appelle plutôt les guerres de libération nationale. Et 61, c'est les débuts de la guerre en Angola, 63 en Guinée-Bissau, 64 au Mozambique, et ces guerres vont complètement modifier l'équilibre sur lequel repose la dictature. D'une part, on a déjà vu que certains militaires, comme Delgado, qui était aussi un militaire du Sérail, vont essayer de s'opposer à Salazar. En 61, la plupart des pays ont décolonisé. La France ne l'a pas encore fait, avec l'Algérie seulement en 62, mais la plupart des militaires se disent que c'est déjà un peu anachronique. Et ça le sera encore d'autant plus 13 ans plus tard. En avril 61, la plupart des ministres militaires, donc notamment le ministre de la Défense nationale, soutenu par les États-Unis, qui considèrent qu'il vaut mieux négocier une indépendance plutôt que de créer une guerre qui peut permettre à l'URSS et à Cuba de s'installer en Afrique, il y a une tentative de coup d'État contre Salazar qui s'en sort indemne, qui en fait, c'est par son réseau d'information que ces ministres font un coup d'État contre lui et les démet de leurs fonctions. Tout simplement. Et ces militaires ne vont pas aller beaucoup plus loin. Et rupture de l'équilibre, parce qu'à partir de 61, et progressivement les années qui suivent, jusqu'à 40% du budget est consacré aux guerres coloniales. 40%, c'est un chiffre considérable pour un pays qui était pauvre à l'époque. Et c'était autant de dépenses sociales en moins, dans le développement en moins, dans l'éducation en moins. Le Portugal était le pays d'Europe occidentale avec le taux d'analphabétisme le plus important. Et ça va être, on y reviendra sûrement, une mobilisation intense de la population. Tous les jeunes hommes vont devoir servir sous les drapeaux. Pour un service militaire qui dure d'abord 2 ans, puis à partir de 68, qui dure 4 ans. Ce qui est long. Et les militaires, notamment les militaires professionnels, vont avoir comme seul et unique horizon une guerre sans fin. Et il faut aussi situer cela dans un contexte de l'époque, qui est la guerre du Vietnam. Très vite, on y reviendra. Si le Portugal n'arrive pas, si les États-Unis n'arrivent pas à gagner au Vietnam, comment le Portugal va-t-il pouvoir réussir à trouver une paix? Et quelle paix? En Angola, en Guinée, au Mozambique. Donc 61 est la fin. Et il y a, pour terminer, un élément très important qui va aussi expliquer la psychologie de beaucoup de militaires, c'est qu'en 61, un des restes de l'empire asiatique du Portugal, c'était Goa, en Inde, un ancien comptoir, comme Pondichéry, dans le cas français. Ce qu'on appelle l'État portugais de l'Inde. Et depuis l'indépendance de l'Inde, et surtout dans les années 50, l'Inde réclamait Goa, Daman et Diu.
Et le Portugal refusait, en disant « Nous étions déjà en Inde avant que l'Inde elle-même n'existe. » L'Inde en tant que telle n'existait pas. C'est, entre guillemets, la colonisation anglaise qui va créer l'Inde. Et donc, notamment, ça s'est joué dans les tribunaux internationaux, notamment à La Haye, et le Portugal a sans cesse refusé. L'Inde, dirigée par Nehru, finit par voir que la voie diplomatique ne réussira pas, et envahit Goa, fin 61. Et ce qui va être important, c'est que Salazar avait donné au gouverneur comme seule consigne, gouverneur militaire de Goa, comme seule consigne de résister. Et il disait que si on est attaqué, la seule solution qui s'offre aux soldats, c'est de mourir pour la patrie. Or, ce gouverneur, voyant le différentiel énorme de force, ne résistera pas. Et ce gouverneur sera un bouc émissaire pour le régime, parce que quand il reviendra au Portugal, il sera jugé pour trahison à la patrie. Et donc, chez certains militaires, je ne veux pas le spoiler, comme on dit maintenant, ou divulgacher, mais pour certains militaires, les politiques Salazar puis Caetano demandent aux militaires de gagner une guerre dont ils pensent qu'ils ne pourront pas gagner. Et si la guerre n'est pas gagnée, le bouc émissaire, ce seront eux, les militaires, et un prix évidemment très lourd. Un militaire ne veut pas apparaître comme un traître à la patrie. Oui, oui. Alors, regardons un petit peu la société avec vous, Yves Léonard, la société portugaise qu'on a parfois résumée, alors je ne sais pas dans quel ordre, la société des 3 F, Fado, football et Fatima. Expliquez-nous un peu ces années 60, là, elles tournent autour de ça. Enfin. Oui, alors cette formule des 3 F a été beaucoup utilisée, beaucoup reprise pour expliquer, ou du moins à grands traits, ce qu'était la société portugaise des années 60. Alors les 3 F, c'est le Fado, le football et Fatima. Le Fado, on a représenté là Amalia, qui est la figure de proue, figure emblématique, mondialement connue. La plus grande star portugaise de l'époque, c'est elle. Elle voyage à travers le monde. Et le régime, évidemment, depuis les années 1930, a cherché à instrumentaliser cette musique populaire, à la faire passer sous un certain nombre de codes, à l'aseptiser aussi à certains égards, et à lui donner une image à la fois consensuelle et apaisée. Et Amalia est une figure donc du Fado, et pour le régime, c'est important de donner l'illusion que le Fado est sous contrôle. Et Amalia, au moment de la Révolution, aura quelques soucis, et son parcours est assez empreint de contradictions. Il y a évidemment des chants de Fado qui vantent la maison portugaise humble, et ça c'est un discours d'essence salazariste, qui voulait faire vivre le Portugal habituellement, mais il y a aussi toute une dimension contestataire dans le Fado, et notamment chez Amalia. Et donc Salazar n'arrivera jamais complètement, lui-même n'appréciait que très modérément le Fado, et Amalia encore plus. Il la désignait de manière assez condescendante, mais comme beaucoup de gens, enfin comme souvent vis-à-vis de beaucoup de gens, Salazar. Donc le Fado est le premier pilier. L'autre, le football, qu'on voit représenté ici à travers sa figure légendaire, Eusébio, qui est la grande star aussi du football portugais des années 1960, la star du Benfica, qui remporte la Coupe d'Europe, qui, à la tête de l'équipe nationale, eh bien, en 1966, finit 3e de la Coupe du Monde en Angleterre. Et Eusébio est non seulement un très grand joueur de football, il a le ballon d'or, enfin pour les spécialistes de football, je pense que vous avez dû en parler, tu en as parlé hier lors de la conférence sur le football, c'est véritablement la référence. Et en plus, pour le régime, il a un atout supplémentaire, c'est qu'il vient du Mozambique. C'est-à-dire que le régime va, à travers sa personne, essayer d'instrumentaliser le football en disant voilà, nous sommes présents outre-mer, cette présence séculaire, et nous incarnons une forme d'esprit de métissage multiracialiste, ce qu'on appelle le lusotropicalisme. Et d'une certaine manière, à son corps défendant, Eusébio est un peu l'incarnation de ce lusotropicalisme. Et puis le football est devenu un sport très populaire dans les années 1960, avec un journal à bord là qui est extrêmement lu, et pour Salazar et le régime, évidemment, il importe de mettre sous contrôle ce sport de masse. Et c'est pas simple, compte tenu des fondamentaux et l'esprit même du régime.
Et puis le troisième F, c'est Fatima, c'est-à-dire ce culte qui est rendu depuis les apparitions de 1917, qui est rendu à Fatima, culte marial très important que le régime a encouragé sous l'égide de son cardinal, Cerejeira, qui est un ami proche de Salazar, qui est le cardinal patriarche de Lisbonne, qui va regarder tout ça de très près. Et c'est vrai que le culte de Fatima confère au régime cette dimension d'apaisement, d'obéissance à un certain nombre de codes et de croyances à ces apparitions. Et en 1967, c'est l'image qui est représentée ici, c'est un moment compliqué pour le régime puisque c'est le 50e anniversaire des apparitions de Fatima et le pape Paul VI a décidé de venir au Portugal pour commémorer ce 50e anniversaire. Sauf que Paul VI, pour Salazar, ce n'est pas le pape de référence. C'est-à-dire que c'est un pape qui pose problème. Il est déjà assez critique depuis Vatican II, Salazar, alors qu'une partie de son régime, évidemment, son autorité, son pouvoir, il le tient de la hiérarchie catholique, mais il est en tension avec ce pape. Et au départ, il s'est même opposé à l'idée qu'il vienne au Portugal. Son ministre des Affaires étrangères a joué l'intermédiaire pour que finalement cette présence ait lieu, mais pour le régime, c'est un peu compliqué de tirer argument de la présence du pape dans la mesure où il y a cette tension qui existe. Finalement, ça sera à la fois un événement populaire, mais sur lequel Salazar ne pourra pas pleinement capitaliser, et on voit assez peu d'images le représentant côte à côte. Reste que c'est un pays donc très catholique dans les années 1960, et c'est la raison pour laquelle, avec tout ce que ça suppose de raccourcis et un peu de stéréotypes de caricature, le Portugal des années 60 est identifié à ces 3 F. Oui. Alors, dans cette société complexe, on vient de l'entendre, il y a des fissures, bien sûr, Victor Pereira, il y a aussi les contestations étudiantes et qui commencent avant 68. Hein. Tout à fait. Le Portugal, en dépit de ces 3 F, n'est pas une société que contrôle totalement le régime. Même ces 3 F sont parfois plus complexes. Je ne vais pas du tout nuancer ce que dit Yves, mais par exemple, une partie de l'Église catholique va rentrer en dissidence contre le régime. Notamment l'évêque de Porto, en 58, écrit une lettre qui devient publique extrêmement dure contre Salazar et la dictature, en dénonçant le fait qu'elle appuie les inégalités. Le football va être évidemment instrumentalisé par le régime, comme l'a très bien dit Yves, avec le lusotropicalisme, qui était le discours lusotropical a touché toute la société portugaise et à l'étranger, avec des figures comme Eusébio. C'était l'incarnation même. Mais vous avez, alors c'est minime, et vous connaissez peut-être l'équipe du FLN de 1958. C'est-à-dire que pendant la guerre d'Algérie, un certain nombre de joueurs quittent la France pour créer une équipe du FLN. Il y a quelques joueurs, c'est largement minoritaire, qui ont, notamment un joueur de Benfica, un joueur du Sporting de Lisbonne, qui ont rejoint le MPLA, qui est le mouvement contre un des mouvements marxistes en Angola. Et le fado, il y a une partie de la musique populaire, on parlera peut-être tout à l'heure de Colón de la Vila Morena, de Zeca Afonso, de José Manuel Blanco, qui sont des chanteurs qui reprennent le répertoire populaire, pas vraiment du fado, qui sont un peu en rupture avec le fado, et qui utilisent ces textes populaires, des airs populaires, pour ce qu'on appelle faire de la chanson d'intervention. Vous connaissez Bob Dylan, vous connaissez Colette Magny en France, etc. C'est un peu dans cela. Et une des contestations les plus visibles, c'est notamment les contestations des étudiants. Il faut bien avoir à l'esprit qu'être étudiant au Portugal, c'était faire partie d'une minorité très favorisée. En 1960, si mes souvenirs sont bons, il y avait environ 1% de la population qui avait un diplôme universitaire. C'était rarement dans les milieux ouvriers et paysans. Mais néanmoins, à partir de 62, les étudiants, et notamment à Lisbonne, mais également à Coimbra, qui est la ville universitaire médiévale où a étudié Salazar et bien d'autres, vont s'opposer à la dictature, notamment sur des questions de l'autonomie des étudiants, notamment le droit d'avoir des associations. Et en 62, en 65, en 69 à Coimbra, il va y avoir des mouvements étudiants qui vont être durement réprimés, mais qui vont aussi montrer des failles. Par exemple, en 62, quand les étudiants manifestent pour défendre la journée de l'étudiant, qui est le doyen de l'Université de Lisbonne, Marcelo Caetano. Et Marcelo Caetano, qui va devenir le successeur de Salazar, démissionne à l'époque parce qu'il considère qu'on ne l'a pas du tout informé du fait que la police allait intervenir dans la cité universitaire sans respecter les franchises
universitaire. Et donc, vous avez dans les années 60 une contestation étudiante qui va être imbriquée à la contestation contre les guerres coloniales. Parce que bien évidemment, qui va se battre en Afrique, ce sont les plus jeunes. Et donc, dans les années 62 jusqu'à 74, il va y avoir une articulation de lutte des étudiants contre le régime, contre le mandarinat, contre l'absence de liberté, mais aussi contre ces guerres coloniales qui, pour beaucoup, vont apparaître comme injustes. Il faut bien voir qu'en 61, à part le Parti communiste, tous les mouvements soutenaient la colonisation. Même les républicains, bon, vous connaissez Ferry en France, les discours sur la colonisation, l'expansion coloniale. Il n'y avait que les communistes et les anarchistes, mais qui avaient quasiment disparu depuis les années 30, qui étaient contre la colonisation. Et ces étudiants et ces mouvements de contestation vont rendre progressivement l'idée coloniale dépassée, anachronique et injuste. Oui, alors on arrive, on vient de le dire, en 68 pour des raisons médicales. Salazar, sans d'ailleurs forcément en avoir pleinement conscience, se retire du pouvoir, mais le salazarisme perdure d'une certaine manière, Yves Léonard, avec ce qu'on a appelé le marcellisme. Oui, alors le marcellisme, effectivement, c'est une adaptation un peu cosmétique que va tenter Marcelo Caetano lorsqu'il est nommé président du Conseil en septembre 1968, Salazar ayant été victime quelques semaines plus tôt d'un AVC. Le problème de Caetano, c'est que un certain nombre de hiérarques du régime n'en voulaient pas. Pour la succession de Salazar, que celui-ci évidemment s'était bien gardé d'organiser, plusieurs candidats sont en lice, et finalement c'est Caetano qui l'emporte avec une image qui est celle, Victor vient de la rappeler, d'un homme qui, dans les années 1960, était un peu en marge du fait de son rôle à l'université de Lisbonne. On vient de parler de la contestation étudiante. Et donc il a une image faussement de libéral ou de quelqu'un qui peut adapter de l'intérieur le régime. Mais évidemment, il va se retrouver lui-même face à un certain nombre de contradictions. La présence de Salazar, qui, dans son esprit, une fois qu'il est sorti de l'hôpital, pense toujours être au pouvoir et dont l'entourage immédiat ne le met pas au courant, ne l'informe pas qu'il n'est plus président du Conseil. Donc ça crée évidemment une situation en 1969 tout à fait étonnante, tout à fait particulière. Et donc Caetano, pendant plusieurs mois, va tâtonner, va essayer de libéraliser, par exemple en organisant des élections en 1969, en dénommant la PID, la police politique. L'acronyme que vous connaissez tous, qui est cette sinistre police politique, va devenir la Direction générale de la sécurité, la DGS, en 1969. Bref, une évolution dans la continuité, selon les propres termes de Caetano, que celui-ci va tenter, mais sans succès. Et sans succès, pourquoi ? Parce que, d'une part, les hiérarques, les ultras du régime n'en veulent pas, d'une évolution un peu négociée, y compris sur la scène ultramarine, et il va se retrouver en but à la difficulté principale qui est celle du conflit outre-mer. Ces guerres coloniales qui ont commencé en 1961 en Angola, puis en 1963 en Guinée, en 1964 au Mozambique, eh bien, sont en train de plomber littéralement l'économie portugaise, la société portugaise. Et Caetano ne va pas réussir à prendre une voie alternative, c'est-à-dire qu'il va osciller assez longtemps sans se rallier à l'idée qu'il faut peut-être envisager des négociations, une évolution un peu différente. Et donc tout le problème de Caetano, entre 1968 et 1974, c'est d'être finalement incapable d'imprimer une nouvelle orientation. Et d'une certaine manière de dire que le salazarisme sans Salazar, ça ne marche pas. Alors, le temps passe vite et nous, le temps s'accélère et nous aussi, il faut qu'on accélère. Alors, on l'a compris, mais on peut peut-être passer à la diapositive suivante parce qu'elles sont liées, Victor. Ce
qui est intéressant dans la révolution des œillets, c'est qu'elle est à la fois le fruit de choses profondes, et notamment de ce qui se passe évidemment du côté des colonies, et puis c'est aussi l'instantanéité de l'événement. Enfin, il y a à la fois une grande profondeur et puis une immédiateté. Là, on est dans ce paradoxe-là. Comme vous l'avez compris, très vite, une partie de la classe politique, une part de l'opposition perd ses espoirs dans une sorte de transition pacifique vers la démocratie. C'est ce qui se passe en Espagne après 75, après la mort de Franco. Donc, certains avaient cet espoir que Caetano accepterait une transition pacifique. Les plus durs considèrent que Caetano va trahir. Et Caetano n'arrive pas à trouver une solution militaire. La situation s'enlise, notamment en Guinée-Bissau. En 1973, le PAIGC, qui est le principal mouvement indépendantiste en Guinée-Bissau, déclare unilatéralement l'indépendance de la Guinée-Bissau. Et il est reconnu par de très nombreux États, notamment le bloc afro-asiatique, comme on l'appelait à l'époque. Et tant en Angola qu'au Mozambique, en Angola, la situation est un peu plus contrôlée par les Portugais, parce qu'il y a une forte opposition entre les différents mouvements politiques. Vous avez 3 mouvements indépendantistes qui se tirent dans les pattes, et parfois très violemment. Et par contre, au Mozambique, la situation militairement est plus compliquée. Et Caetano semble dans l'incapacité de trouver une solution. Soit une transition, une indépendance négociée, qui refuse, mais aussi il y avait d'autres idées qui maintenant peuvent nous paraître complètement folles, mais certains espéraient une solution à la rhodésienne, c'est-à-dire où les Blancs prennent le pouvoir. Et il y avait l'Afrique du Sud, et le Portugal, et la Rhodésie, qui deviendra plus tard le Zimbabwe, avaient une alliance militaire qui s'appelait Alcora, et l'Afrique du Sud appuyait très fortement l'armée portugaise. Et donc pour certains, maintenant je sais, ça peut vous paraître complètement anachronique, mais le fait que la minorité blanche prenne le pouvoir, en fait ce qui s'est passé au Brésil, ce qui s'est passé en Amérique latine au début du XIXe siècle, ce sont les élites blanches qui ont pris le pouvoir, c'était caressé par certains. Mais Caetano n'arrive pas. Notamment un des personnages qu'on verra dans le prochain slide, Spinola, qui est le gouverneur en Guinée-Bissau de 68 à 73, à un moment propose à Caetano de négocier avec le PAIGC le cas spécifique de la Guinée-Bissau. Comme je vous l'ai dit, la Guinée-Bissau, c'est un territoire très difficile à contrôler. C'est de la jungle. Il y a la marée qui, tous les jours, prend une grande partie du territoire. C'est un peu le Vietnam portugais en termes de... En plus, le PAIGC est aidé par Cuba, par la Chine, et ils ont un matériel un peu plus létal pour le Portugal. Et Spinola, à un moment, contacte Caetano pour négocier le cas unique de la Guinée. Et notamment passer par Senghor, qui est le président du Sénégal, et essayer de trouver une paix. Caetano le reçoit et lui dit « il n'en est pas question ». Et il lui dit, je paraphrase, les militaires doivent soit gagner la guerre, soit la perdre. Et l'idée de Caetano, c'est si on négocie en Guinée-Bissau, on perdra toute possibilité de ne pas négocier ensuite en Angola et en Mozambique. Et donc certains militaires, comme Spinola, qui est loin, très très loin, vraiment loin d'être un gauchiste, se disent, si les militaires ne font pas quelque chose, cette guerre, elle peut durer des années et des années, ou soit on va nous acculer à la défaite et nous serons les boucs émissaires, comme le gouverneur, je vous l'avais évoqué, en Inde l'avait été en 61. Et il y a un autre élément, le slide précédent l'indiquait, c'est sûr, dans les années 70, la guerre, au début des années 70, devient de plus en plus impopulaire au sein de la population. Notamment en 71, 20% des jeunes hommes ne se présentent pas à leur service militaire. De 61 à 74, 200 000 environ Portugais ne font pas leur armée. Soit ils vont même pas à l'inspection, soit ils vont à l'inspection et après ils s'en vont, soit ils désertent, ce qui est une minorité. Et ça va causer un énorme problème, parce que notamment en 73, le Portugal n'a pas eu vraiment de problème pour avoir des soldats de base. Mais avant, on a des problèmes pour avoir des officiers. Parce que c'est notamment chez les étudiants qu'on trouve de moins en moins d'officiers. Et donc en 73, le gouvernement, pour pallier cette absence d'officiers, fait une loi qui va être catastrophique. Parce que c'est une loi qui, sans rentrer dans les détails techniques, favorise les officiers miliciens, ceux qui n'ont pas fait l'école militaire, au détriment de ceux qui ont fait l'école militaire. Et c'est cette loi de 73 qui va amener le premier mouvement corporatif des militaires professionnels qui considèrent qu'on bafoue leur prestige et qu'on bafoue leurs intérêts. Et c'est ainsi que naît le mouvement des forces armées, le MFA, qui va avoir plusieurs acronymes, mais bon, le MFA, au début qui se réunissent clandestinement au Portugal,
et qui, petit à petit, il va y avoir une certaine radicalisation au sein de ce MFA. Il ne va pas être seulement d'obtenir la fin de ce décret, le gouvernement va reculer, mais ça sera trop tard. Et le MFA, ces soldats, ces officiers intermédiaires, vont réclamer la fin de la guerre. Et pour eux, la fin de la guerre a un préalable évident, qui est la fin de la dictature. Et ils vont être appuyés par cela, par, en février 1974, Spinola, qui encore, je le répète, est loin d'être un gauchiste, publie un livre qui s'appelle « Portugal et le futur », où il défend l'idée que le Portugal, il faut trouver une solution politique à la guerre. Et lui, ce qu'il défend, c'est une sorte de Commonwealth. On en a beaucoup entendu parler dernièrement du Commonwealth. Un Commonwealth portugais. Donc il ne veut pas une indépendance pure et simple. Il veut une sorte de fédération. Et ce livre va être une bombe qui va faire montrer que Spinola, un des généraux les plus populaires, beaucoup le comprennent comme il veut la fin de la guerre, ou il veut la fin de la dictature, ou il veut prendre le pouvoir. Et c'est ainsi, et je passe les détails parce que le temps file, que au début de fin 73, début 74, des militaires, des officiers préparent un coup d'État. Ils sont pas si proches que ça de Spinola. Leur militaire préféré, entre guillemets, c'est Costa Gomes, que on reverra après, qui lui, notamment en 61, avait participé au coup d'État contre Salazar. Mais Salazar les avait démis de leurs fonctions, mais ils n'avaient même pas emprisonné. Tous ces militaires qui avaient putché contre lui, ils n'ont même pas été emprisonnés. Et donc, le 16 mars 1974, il y a une première tentative de coup d'État de militaires proches de Spinola qui échoue. Et le 25 avril 1974, effectivement, en une seule journée, le régime tombe. C'est ça, Yves Léonard, ce qui surprend, c'est cette chronologie-là. Enfin, ça commence à minuit, ça se termine en fin de journée. Enfin, ça se fait quand même rapidement et plutôt bien, en tout cas au départ. Hein. Oui. Sans coup férir. Sans coup férir, mais effectivement, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. En une journée à Lisbonne, le 26 avril au matin, la situation n'est plus la même. Mais il faudrait se garder d'avoir, comme on dit en histoire, une vision un peu téléologique ou succomber à l'illusion rétrospective de la fatalité, comme on dit aussi. Les choses auraient pu se passer très différemment. Autrement dit, évidemment, maintenant que nous connaissons la fin de cette histoire, ça ressemble à une promenade de santé avec des œillets, une ambiance printanière, un jeudi de printemps. Et de fait, il y a eu les œillets, c'est passé à la postérité, ça incarne cette révolution. Mais pour ces jeunes officiers qui prennent la décision très courageuse, très téméraire, de réaliser ce coup d'État, les choses auraient pu très mal tourner. Elles auraient pu très mal tourner parce que c'est un régime qui est en place depuis 48 ans, que le 24 avril au soir, un certain nombre d'acteurs, de témoins, y compris à l'étranger, la fameuse témoignage de Mario Soares, qui est avec des amis du SPD allemand et qui lui disent « mais tu vas rester encore en exil un bon moment, Mario ». Et on est le 24 avril au soir. Et pour ces jeunes officiers, ils organisent un coup d'État de manière sinon improvisée, mais avec beaucoup d'incertitudes. Ils se sont concertés, il y a ce fameux chant qui est un peu le signal sonore qui va déclencher à 0h20 Grândola, qui est une chanson contestataire de Zec Afonso. Mais derrière tout ça, eh bien, il faut à la fois faire vite, prendre le contrôle des centres de communication, des centres de pouvoir au cœur de Lisbonne, au Terreiro do Paço, dans la partie basse de la ville, les ministères, et ils sont très peu nombreux à être mobilisés sur cette action-là. Quelques centaines d'hommes, quelques milliers d'hommes, 2000, des très jeunes officiers qui ont servi outre-mer, très courageux, l'un d'entre eux, évidemment, peut-être pas le plus connu, mais qui est un peu le symbole de ce 25 avril, c'est celui qui apparaît sur cette photo qui a été prise sur la place du Carmo le jour du 25 avril, c'est le capitaine Salgueiro Maia, qui est un peu la figure emblématique de la pureté de ce jour initial du 25 avril. Donc il y a une détermination très grande, une audace totale, et aussi un concours de circonstances qui va finalement tourner à leur avantage, les forces de résistance du régime se montrant moins déterminées, assez irrésolues,
et finalement rendant les armes avec cette image aussi très symptomatique, très emblématique, où l'on voit le cadre de Salazar qui est décroché dans un des ministères par un de ces jeunes soldats qui vient de réaliser ce coup d'État. Et dans l'après-midi du 25 avril, Caetano, qui était le président du Conseil, s'étant réfugié dans la caserne du Carmo, au siège de la gendarmerie nationale, eh bien, il va accepter de remettre sa démission. Mais remettre sa démission, pas à n'importe qui, et certainement pas à Salguero Maia et à ses jeunes officiers. Il va demander qu'un officier supérieur se mobilise et qu'il puisse remettre sa démission pour, dit-il, que le pouvoir ne tombe pas dans la rue. Et Caetano va remettre sa démission au général Spinola, qui est cette figure très controversée et très particulière, qui au soir du 25 avril, lorsqu'il prend la parole à la tête de cette junte de salut national, de ce mouvement des forces armées, c'est lui qui, pendant quelque temps, va incarner cette révolution des œillets. Même s'il n'en a pas été l'instigateur et le concepteur principal, il faut rappeler, insister là-dessus, ce sont ces officiers, ces jeunes officiers, qui ont mené ce coup d'État avec beaucoup de détermination. Otelo de Carvalho, qui était au poste de commandement, qui est la voix de cette révolution, Oscar, qui, de son poste de commandement, dirige un peu les opérations. Ce sont eux qui ont réalisé le coup d'État et personne d'autre. Alors après, évidemment, il y a un phénomène d'amplification. La foule, à laquelle on avait demandé de rester chez elle. La radio, notamment, leur demandait surtout rester chez vous, parce qu'on ne savait pas comment ça allait tourner. Et il y aura assez peu de violence, quelques coups de feu qui seront échangés devant le siège de la police politique, qui tirera dans la foule. Il y aura quelques morts dans l'après-midi du 25 avril. Et donc, au soir du 25 avril, après 48 ans de dictature, eh bien, ce régime qu'on croyait insubmersible a été englouti en moins d'une journée. Oui, alors ce qui est passionnant en termes d'historiographie, c'est cet emboîtement des temporalités, hein, Victor. Ça, c'est passionnant parce qu'il y a cet événement qu'il faut comprendre en profondeur. Et puis ensuite, il y a tout un processus. Comment transformer une révolution en régime démocratique? Ça prend peut-être 2 ans. Et ce qui fait peut-être la spécificité un peu de ce moment-là, c'est qu'on a des acteurs, c'est parfois difficile à comprendre pour nous, à la fois civils et militaires, dans parfois un mélange un peu baroque. Enfin, c'est assez étrange. Effectivement, la dictature tombe en une journée. Mais la révolution, elle, ne fait que commencer. Et c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu. C'est-à-dire que quand les militaires font le coup d'État, ils veulent mettre en place une démocratie. Et ils pensent qu'en 1 an, ça sera fait. D'une part, ils n'avaient pas choisi Spinola. Ils ne voulaient pas de Spinola particulièrement. Ils voulaient de Costa Gomes, qui viendra au pouvoir. Et surtout, il y a une chose qui n'était pas du tout prévue. Le coup d'État était purement militaire. Il y avait des gens qui savaient, des civils qui le savaient, mais qui n'ont pas du tout participé. Et une des grandes surprises du 25 avril, c'est la foule qui apparaît. On lui a dit de ne pas apparaître. Donc, qui apparaît? Donc, vous connaissez sûrement des photographies du 25 avril dans la place du Carme, qui est une petite place à Lisbonne, qui est pleine de monde. Et surtout, la foule, très rapidement, quand elle voit que le régime tombe, elle va s'attaquer à certains points, à la police politique. Donc, comme l'a dit Yves, la police politique est entourée, craint d'être lynchée, et tire dans la foule. Il y a 4 morts et plusieurs blessés. Les foules, les militants politiques qui sortent de la clandestinité, vont tout de suite, dans le soir même, autour des prisons politiques, pour obtenir la libération des prisonniers politiques, qu'ils vont obtenir pas tout de suite, parce que Spinola, notamment, Spinola, si ça avait été un simple coup de palais, et si on lui avait donné le pouvoir et qu'il continuait avec des institutions peu prou ou proches, ça allait lui très bien. Et donc il y a cette immersion populaire qui n'était prévue par personne. Et cette immersion populaire, on le voit, le 1er mai 74. Le 1er mai 74, le 1er mai n'était pas fêté au Portugal, n'était pas férié, il va l'être, et il est devenu. Une foule énorme sort dans les rues de Lisbonne, de Porto, des principales villes. Les jours qui ont précédé, chose qui était inimaginable, les exilés qui étaient en France, pour la plupart, donc sur la photo vous voyez à gauche Mário Soares, dirigeant du Parti Socialiste, qui n'a été créé qu'en 1973, mais surtout Álvaro Cunhal, à sa droite, secrétaire général du Parti communiste, qui a été emprisonné une dizaine d'années, qui vivait en exil entre l'Union soviétique, Prague et Paris, et d'autres vont pouvoir revenir sans se faire arrêter, et vont participer à ce 1er mai. Et très vite, il va y avoir cette irruption populaire qui n'a été prévue par personne.
Irruption populaire qui va prendre différentes manifestations. Autour de Lisbonne et dans Porto, vous aviez des bidonvilles ou des logements extrêmement précaires. Des familles entières vont, dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent le 25 avril 1974, commencer à occuper des immeubles, occuper des maisons vides. Vous avez dans de nombreuses usines portugaises les ouvriers qui vont commencer à démettre leur patron, en considérant que le patronat a été l'allié de la dictature, a bénéficié de la dictature pour imposer des conditions draconiennes. Vous avez des occupations d'usines, vous avez après tout un processus qui va durer jusqu'en 1975, parfois d'autogestion. Et un peu plus tard, dans le sud du Portugal, l'Alentejo, qui ressemble un peu à l'Andalousie, dans le sens où vous avez des grandes propriétés avec, où travaillent des salariés agricoles très pauvres, vous avez des occupations de terre. Donc, chose qui n'avait pas été prévue, c'est que après le 25 avril, on a une révolution sociale. Vous avez une révolution sociale avec les partis politiques, le Parti communiste, le Parti socialiste, mais aussi une myriade de mouvements d'extrême gauche, surtout maoïstes, qui vont se multiplier comme des champignons et qui vont notamment prendre la rue. C'est-à-dire que le Portugal, à l'époque, il y a sans cesse des manifestations, sans cesse des mouvements de rue. Et ce qui va être la singularité, c'est qu'un certain nombre de militaires, pas Spinola, en aucun cas Spinola, vont, au lieu de réprimer ces mouvements, vont les soutenir. La principale personnalité va être Othello, qu'on ne voit pas ici, mais est-ce qu'on le voit après? Oui, on le voit juste après. Othello, c'est celui qui, regardez le Time, n'avait pas vraiment l'air de beaucoup l'apprécier, donc c'est celui qui est à gauche. Othello va devenir un peu le grand chef de la police au Portugal. Pourquoi? Parce que la police, après le 25 mai 1974, ne peut plus intervenir dans la rue. Parce que la police, c'est le fascisme, et donc elle est conspuée. Il y a des manifestations, il y a des morts, tout le monde attaque la police, et donc ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux militaires de faire une police. Et Othello devient le chef du Copcon, et au lieu de réprimer, au lieu de faire cesser les occupations de terre, les occupations d'usines, Othello va les soutenir, en considérant que le peuple a raison, que c'est pas juste que les gens vivent dans des bidonvilles, que le patronat avait de fait exploité. Et donc vous avez, à partir de 74-75, une radicalisation avec une partie des militaires, donc on voit sur le Time, avec Vasco Gonçalves qui devient le Premier ministre, qui est considéré comme proche du Parti communiste, sans appartenir au Parti communiste. Sur la gauche, Othello, qui lui, notamment, va partir à Cuba et qui lui défend un pouvoir populaire avec le pouvoir au peuple, aux commissions de travailleurs. Et vous avez ensuite, à droite, Costa Gomes, qui devient le président de la République à partir de septembre 1974, parce que Spinola a démissionné. Et vous avez donc à la fois cette irruption populaire, mais une partie des militaires qui ne jurent que par la transition vers le socialisme. Donc vous voyez, des militaires qui auparavant faisaient la guerre coloniale deviennent une sorte d'avant-garde de la révolution. Et cela va rendre la situation extrêmement complexe, parce que ces militaires vont se diviser entre eux, avec des modérés, des proches du Parti communiste, ou ceux comme Othello, qui défendent un pouvoir populaire. Et je termine, un des éléments qui va permettre une certaine clarification momentanée est que les militaires avaient promis, le 25 avril au soir, que des élections constituantes seraient tenues au bout d'un an. C'était une promesse, une des principales promesses. Et de fait, avec la résistance de certains militaires qui disaient les élections vont amener dans le jeu politique les partis politiques, et on était à une époque où Jean-Paul Sartre disait élection piège à con, et ça avait une certaine influence dans certains milieux. Certains ne veulent pas d'élection. Certains militaires disent non, ce qui compte c'est l'avant-garde que nous sommes. Néanmoins, après de longues négociations, il y a des élections le 25 avril 1975, date limite de cette promesse, et personne n'avait d'idée de quel était le poids politique des différents mouvements. Tout le monde pensait que le PC et l'extrême gauche étaient très puissants. Le parti qui arrive assez largement en tête le soir du 25 avril 1975, c'est le Parti socialiste de Mario Suarez, avec 30 et quelques %. Arrive en seconde position le Parti populaire démocratique, qui est, on va dire maintenant, un parti de centre-droit, qui même, à l'époque, se disait socialiste, et le Parti communiste n'a que 12,5%. Et donc on pensait que le Parti communiste était beaucoup plus puissant, mais il ne l'est pas. Néanmoins, les militaires, et c'est là, ça va ouvrir sur l'été chaud, qui est, les militaires disent « Ah non, mais les élections, c'était juste pour avoir une assemblée constituante, ce qui compte, c'est le pouvoir du MFA ».
Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être, Yves Léonard, conclure quand même cette séquence pour avoir le temps de prendre une ou deux questions. Alors, c'est complexe parce qu'il y a à la fois la question, évidemment, africaine, la question de la décolonisation, qui est enfin résolue, et puis la fin du processus, c'est 1976, les élections législatives et présidentielles. Alors, vous avez 180 secondes, Yves Léonard. Très bien. Ma thèse en 180 secondes, c'est ça. Alors, oui, l'un des points importants, ça a été rappelé, il y avait le discours du MFA, c'était de procéder au 3D, démocratiser, décoloniser, développer. Décoloniser, c'était une priorité, puisque en partie, la révolution, le coup d'État s'était fait sur cette question. Donc ça va se mettre en place rapidement, et dès 1974, pour la Guinée et Cap-Vert, puis en 1975 pour le Mozambique au mois de juin et pour l'Angola au mois de novembre 1975, eh bien, la décolonisation est actée, qui va provoquer le retour rapide, et souvent dans la difficulté, de centaines de milliers de Portugais qui étaient installés outre-mer, mais installés souvent de fraîche date. C'est une colonisation qui, pour l'essentiel, n'est pas une colonisation de peuplement, ou du moins elle l'est devenue tardivement. Donc ils sont revenus au Portugal, ces rapatriés, les retornados, qui vont essayer de s'installer dans ce contexte troublé pour beaucoup de l'été 1975 que Victor vient de rappeler. Donc ça, c'est le premier point. La décolonisation est faite, c'était une des promesses du mouvement des forces armées. L'autre promesse, l'autre engagement, c'était d'accéder à un processus démocratique. Victor vient de rappeler les élections législatives constituantes d'avril 75. Un an plus tard, se déroulent les élections législatives. Et ces élections législatives, pour l'essentiel, envoient de nouveau une majorité au Parti socialiste, et qui peut s'appuyer sur une constitution, c'était le travail de l'Assemblée constituante, qui a été adoptée au début du mois d'avril. Et cette constitution va véritablement devenir la pierre angulaire de la démocratie portugaise. Elle a été révisée à plusieurs reprises, mais elle est toujours en vigueur, et elle a mis en place un régime démocratique qu'on a qualifié de semi-présidentiel, mais qui confère des pouvoirs importants à l'Assemblée de la République. Et c'est cette constitution qui, finalement, son adoption le 2 avril 1976, qui clôt d'une certaine manière ce processus révolutionnaire en cours, cette transition à la démocratie, et qui ouvre la voie à un Portugal démocratique qui va faire le choix assez rapidement de l'ancrage européen. C'est parfait, vraiment. Bravo. Alors, il nous reste un tout petit temps pour des questions express. Je ne sais pas s'il y a un micro qui peut circuler ou sinon vous parlez et puis je relais. Ah si, il y a le monsieur qui arrive là, juste là. Donc nous avons également 180 secondes pour les questions au total. Merci beaucoup. J'ai deux questions. La première, est-ce que le coup d'État militaire dans l'État espagnol de Franco renforce le régime de Salazar dans les années 30 ? Et la deuxième question, c'est par rapport à la période de la transition démocratique. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de restauration d'un régime autoritaire pendant ces 2 années, qui au final semble quelque chose d'absolument merveilleux, un processus révolutionnaire, etc. Mais est-ce que c'était vraiment comme ça ? Alors, sur les années 30 et Franco et Salazar, pour Salazar, la guerre civile et le coup d'État de juillet 1936 est un défi important. Je veux dire par là que pour Salazar, il s'agit avant toute chose d'éviter, c'est la peur des rouges, hein, c'est-à-dire que la République et ce qui vient de se passer en Espagne, le Front populaire, est pour lui synonyme de subversion, de danger à ses portes. Et donc il va apporter très tôt un soutien résolu aux troupes rebelles, et notamment à Franco, et à un moment tout à fait essentiel, qui est celui de l'été 1936. C'est-à-dire que dès la fin du mois de juillet, Salazar, alors que Salazar, il y a toute une réflexion internationale qui s'est mise en place, et notamment Salazar est l'allié des Britanniques, hein, la vieille alliance, Salazar va, de manière assez discrète mais efficace, autoriser le passage de troupes et de matériel militaire
qui va être déterminante, notamment au début du mois d'août 1936. Donc, Salazar va miser sur la carte des nationalistes espagnols et entretenir très tôt des relations privilégiées avec ceux-ci pour faire en sorte qu'il y ait, et c'est aussi une évolution dans la politique étrangère portugaise, qu'il y ait un véritable pacte d'amitié qui soit conclu entre les deux pays, entre les deux voisins, afin de sécuriser que la péninsule ibérique soit un glacis protecteur pour son régime et son pays. Donc ça, c'est une constante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'emploiera à la maintenir et ils se verront à plusieurs reprises, Franco et Salazar. Et quand on sait que Salazar ne voyageait pas, les rares fois où il est sorti de ses frontières, c'est pour aller rencontrer Franco, pas très loin de la frontière portugaise, quand même, il ne faut pas trop s'éloigner, mais c'était un interlocuteur privilégié. Et ce pacte ibérique d'amitié et de non-agression a été signé en mars 1939. Pour la deuxième question, en 180 secondes. Le 25 avril au soir, vous avez compris, il y a très très vite une tension entre, d'un côté, Spinola, qui devient président, et le MFA, qui ne voulait pas de lui. Et qui très très vite vont rentrer en conflit sur différentes questions. La décolonisation. Spinola avait encore son idée de maintenir une communauté portugaise, une communauté de Lusitane. Les militaires du MFA voulaient décoloniser au plus vite possible. D'autre part, Spinola a tout de suite vu les mouvements populaires comme la chienlit. Très très vite, il va dire les communistes vont prendre le pouvoir. Il va notamment en parler avec Nixon, puis Ford, et il craint que les communistes prennent le pouvoir. Les États-Unis, un certain nombre d'entre eux, pensaient que les communistes allaient prendre le pouvoir au Portugal. Comme vous l'avez vu, les partis du MFA, eux, soutenaient ces mouvements. Et en fin septembre 1974, Spinola va organiser une grande manifestation en prenant l'exemple du 30 mai 68, la manifestation de soutien du général de Gaulle, en espérant qu'il puisse montrer que la majorité silencieuse était de son côté. Les militaires du MFA vont empêcher cette manifestation de soutien à Spinola, et Spinola va donc démissionner. Néanmoins, en mars 1975, Spinola, qui était notamment en Espagne, va tenter un coup d'État. Donc un coup d'État dans le coup d'État. 11 mars 1975, qui échoue, parce que les militaires du MFA, soutenus par la population, vont très très vite mettre fin à cette tentative, et ça va avoir un effet complètement contre-productif. C'est que c'est après cette tentative de coup d'État du 11 mars 1975 qu'il y a une radicalisation encore plus grande du MFA. Dans les jours qui suivent, l'économie portugaise est quasiment nationalisée. Les banques sont nationalisées, les assurances sont nationalisées, les secteurs essentiels de l'industrie sont nationalisés. Et donc c'est à partir de là, notamment, qu'une partie des militaires, toujours avec cet argument d'un retour de la réaction, d'une grande crainte, on est en 74-75, on est un an après le Chili. Donc on craint aussi que les États-Unis interviennent et remettre en place un régime dictatorial. Et donc il y a cette crainte qui plane toujours. Et enfin, le dernier coup d'État dans le coup d'État, c'est pour beaucoup la fin de la Révolution, c'est le 25 novembre 1975. Le 25 novembre 1975, une partie des militaires les plus à gauche, qui n'ont cessé d'être provoqués par les militaires modérés, vont tenter un coup d'État qui va échouer. Et cela va permettre aux militaires modérés de reprendre le contrôle de toutes les casernes de Lisbonne, et notamment Othello, qui était le grand personnage de la Révolution, va être un temps emprisonné. Donc, mais sinon, pour en finir, il n'y a pas vraiment eu de retour. Il y a eu beaucoup cette idée qui a été mise en avant, et qui servait un peu d'épouvantail, mais si ce n'est en mars 1975, il y a eu des groupes d'extrême droite, mais qui n'ont pas eu une grande puissance. Alors, on a épuisé le temps. Est-ce qu'on a le droit à une dernière question ou pas, que nous disent les organisateurs? Oui, non? Oui, une. Alors, voilà, parce que voilà, il y a plein de questions, sinon, voilà. Je vous en prie, madame. Alors, j'ai juste une question. On a l'impression que c'est quand même une révolution et une transition démocratique qui est faite par des hommes. Est-ce que les femmes ont participé et quelle place on peut leur donner aussi? Ou est-ce que c'est réellement qu'une affaire d'hommes? C'est une excellente question. Le problème, c'est que c'est quand même des militaires et qui sont pour la plupart des hommes. Néanmoins, les mouvements, notamment les mouvements que je vous ai évoqués tout à l'heure, les mouvements d'occupation de terre, non, surtout de maisons et d'usines, c'est souvent des femmes qui défendaient leur famille et donc les femmes ont été des actrices de ces mouvements sociaux. Dans la classe politique, il n'y a quasiment pas de femmes. Alors le Portugal a une petite exception, c'est un des premiers pays en 78 à avoir une première ministre femme qui va rester très peu de temps au gouvernement, et c'est la seule. Mais effectivement,
les affaires de militaires et de politique en 75-76, c'est beaucoup des hommes. Tout à fait. Il y a eu, beaucoup ont évoqué l'image de mai 68 pour parler de la Révolution portugaise, et aussi l'expression de Certeau de la libération de la parole. Il y a eu dans les villes, notamment à Lisbonne et dans le sud, une sorte d'agora permanente où hommes et femmes, mais néanmoins, je me rappelle d'une manifestation, l'une des premières manifestations féministes au Portugal, à Lisbonne, a été la victime de violences masculines, machistes. Et donc, certes, les femmes à partir de 75 peuvent voter, mais le machisme est loin d'être disparu au Portugal tout de suite après le 25 avril 74. Juste pour compléter, il y a aussi alors, ces jeunes militaires, ces jeunes officiers, leur culture politique est souvent un peu bricolée, mais l'acculturation, elle se fait aussi par leurs compagnes, leurs épouses, hein, qui sont souvent ou enseignantes, enfin qui ont une culture politique plus affirmée que la leur. C'est important parce que dans ces trajectoires individuelles, ça va énormément compter pour ces jeunes officiers. L'autre point aussi, c'est qu'en 1972, il y a les Trois Marias, enfin, ces mouvements revendicatifs féminins qui sont très très prononcés au Portugal. Alors elles vont avoir beaucoup d'ennuis, les fameuses Trois Marias, mais ça marque beaucoup les esprits. Enfin, tout à l'heure on citait le jour initial, mais ce très beau poème, parce que c'est une citation, c'est un extrait d'un poème de Sofiane Melo-Breiner, qui fait partie aussi de ces figures éminentes de l'opposition au régime, et qui, 2-3 ans plus tard, rédige ce magnifique poème sur le 25 avril, au dia initial. Et voilà, c'est une illustration que, certes, on est dans une société très patriarcale, hein, aussi, la société salazariste. Bon, écoutez, juste 3 petites choses pour conclure. Je voudrais saluer la présence aux côtés de monsieur l'ambassadeur, de monsieur le consul honoraire qui nous a rejoints. Je voudrais dire que les éditeurs sont très importants, donc Talendier, Chandaigne, et je les aperçois, ils sont là. Hein. C'est vraiment, pour le monde lusophone, c'est vraiment un excellent éditeur qui publie d'excellents auteurs. Et la 3e chose, si vous souhaitez avoir notre diaporama, venez nous voir et donnez-moi votre adresse électronique, puis on vous le communiquera sans problème. Voilà, merci beaucoup.